The next speaker and the last speaker of this morning. Le dernier orateur de la matinée est M. Jean-François Guillemol, qui est directeur adjoint de la recherche au laboratoire EDF-CNRS et il enseigne également à l'École polytechnique de Palaiseau. Il est spécialiste des nouveaux matériaux et il va nous parler d'un nouveau système photovoltaïque. Il travaille également sur les nanostructures. Et aujourd'hui, Jean-François va nous parler des réussites en matière d'énergie photovoltaïque et du photovoltaïque au XXIe siècle. Bonjour à tous. Merci Jean-Marie pour cette présentation. Je vais donc en effet vous parler de tout ce qui est photovoltaïque. C'est un champ assez large. Et je crois que, comme l'orateur qui m'a précédé, je commencerai par cette petite présentation générale. On sait bien qu'on a de plus en plus besoin d'énergie. On a besoin d'une source d'énergie disponible, sûre, propre, abordable. C'est un petit peu cela qui conditionne des sources d'énergie pérennes, durables. On sait bien que l'énergie solaire, évidemment, est présente en abondance grâce à la fusion qui a lieu sur le Soleil. C'est tout à fait sûr parce que c'est quand même très très loin de nous, 150 millions de kilomètres. Il n'y a pas de problème de géopolitique, donc pas de problème de sécurité et on pense que c'est propre. Donc on a l'impression que ce n'est que de la fusion, mais c'est peut-être une autre façon de l'utiliser qui pourrait être intéressant. Et l'énergie solaire peut être utilisée et convertie de plusieurs façons. Le procédé photovoltaïque, c'est une solution. On a aussi tout ce qui est concentration. Donc l'énergie solaire qui, sous forme de lumière, peut être convertie en chaleur. Cette chaleur étant convertie en énergie mécanique. Évidemment, pour cela, il faut produire de la vapeur, donc ce qui veut dire porter de l'eau à ébullition et amenant à la production d'électricité. Mais on pourrait peut-être utiliser ça de façon un petit peu plus directe pour arriver directement de l'énergie solaire à l'électricité. C'est ce qu'on fait avec le procédé photovoltaïque. C'est évidemment extrêmement abondant, sûr, il n'y a pas de problème de sécurité et on a une production d'électricité qui, avec cette source, n'est que de 0,06%. L'un des points clés ici, comme on l'a vu avec les batteries, c'est le coût. Quand on compare les renouvelables, eh bien, on voit que le photovoltaïque, c'est ce qu'il y a de plus cher pour l'instant. Si l'on ramène cela au coût de l'électricité par kilowattheure en dollars américains, eh bien, le coût de l'énergie photovoltaïque, c'est largement supérieur aux autres types de sources énergétiques. Mais cette énergie, si on la compare aux autres renouvelables, elle est beaucoup plus concentrée, elle est beaucoup plus disponible aussi partout. Et on a beaucoup progressé en la matière. Et on a noté une réduction tout à fait substantielle du coût de production d'électricité d'origine photovoltaïque. Et c'est l'une des sources dont le coût n'a cessé de baisser alors que d'autres sources d'énergie ont vu leur coût de production augmenter. Donc il y aura peut-être une intersection à un moment. Certains la prédisent pour très bientôt. Et en Allemagne, en Italie, dans le sud de l'Italie, finalement, le coût de la production par le photovoltaïque est très proche des coûts
de production du système électrique classique. Alors en France, on a à peu près 120 watts par mètre carré comme type de production. C'est une moyenne à la fois saisonnière et jour-nuit, avec une efficacité de 10% des cellules solaires. Et il faudrait 5000 km² pour de photovoltaïque pour couvrir les besoins en énergie de la France. Et quand on compare cela à la surface bâtie et au nombre de toits, c'est tout à fait faisable. Voilà, ici, la densité de puissance, là encore, c'est une moyenne. On voit bien que c'est disponible partout dans le monde et dans des quantités qui, a priori, semblent suffisantes pour couvrir les besoins humains. Alors, un point important est celui de l'accès à l'électricité, puisqu'il y a à peu près 1,5 milliard de personnes qui n'ont pas accès à l'électricité pour l'instant. Et bien sûr, cela concerne essentiellement ces pays en voie de développement. Le taux d'électrification au niveau international n'est que de 75% et ça tombe même à 60% dans les zones rurales. Donc là encore, c'est un problème qu'il faudra résoudre. Un problème difficile à résoudre avec les moyens conventionnels de production d'électricité. J'aimerais maintenant me pencher sur les réalisations du photovoltaïque, leur histoire, les principes, les technologies et les défis auxquels cette technologie doit faire face aujourd'hui. Et je suis heureux de mentionner que le photovoltaïque a d'abord été découvert par Edmond Becquerel en 1839, où il a découvert les effets de la lumière, c'est-à-dire l'utilisation d'une cellule photo électrochimique pour produire de l'électricité. Mais cela n'a conduit à aucune application. La première application remonte aux premières cellules photovoltaïques état solide à la fin du 19e siècle, qui ensuite ont été développées par Fritz avec du sélénium, dont le taux d'efficacité n'était pas très élevé, mais vous avez quand même une première application ici, peu documentée. Je pense que ce sont des panneaux solaires à base de silicium. Puis ensuite, des cellules à base d'oxyde de cuivre ont été développées. Puis d'autres matériaux ont été explorés. Mais en fait, le photovoltaïque a décollé en 1954 avec les modules à base de silicium qui étaient beaucoup plus efficaces, avec un rendement beaucoup plus élevé que ce qui était connu. Donc ça, c'est la découverte de Chapin, Fuller et Pearson au laboratoire Bell. Et Bell voulait avoir ces systèmes de production d'électricité décentralisés pour leurs lignes de télécommunication. Mais en fait, c'est lors du développement des satellites et des applications spatiales que ces solutions panneaux solaires se sont avérées les meilleures solutions. J'aimerais également reprendre Joliot-Curie, qui a été professeur ici au Collège de France. Et c'est notamment grâce à cette citation qu'un intérêt croissant a été porté à l'énergie solaire. Donc vous avez ici des satellites et puis aussi le robot qui a parcouru Mars, en fait, a eu une longévité assez impressionnante, notamment grâce à ces panneaux solaires. Après le succès des applications spatiales dans les années 70, en raison du choc pétrolier, on a constaté qu'il y avait un regain d'intérêt pour l'énergie solaire, pour les applications terrestres, cette fois. Et grâce à de nombreux travaux de recherche sur des nouveaux matériaux, des nouveaux composés sont apparus, qui ont d'abord été intégrés à des applications électroniques et puis à une première centrale en mégawatts.
Bon, on avait des problèmes d'efficacité. Les premières applications étaient des systèmes autonomes, donc des produits de grande consommation courante en électronique et aussi des systèmes avec batterie pour des installations isolées et éloignées. Et à la fin du dernier siècle, nous avons constaté l'apparition des cellules hybrides et organiques qui avaient été découvertes dans les années 50, mais ce n'est que dans les années 90 que des meilleurs taux d'efficacité de rendement ont été obtenus. Et puis, on a aussi des systèmes en tandem, comme on en a entendu parler, avec une efficacité à 30% et puis même 40%, et avec les systèmes à couche mince. Et la production a fortement augmenté au cours de cette dernière décennie, avec une capacité installée de production qui augmente. L'année dernière, on a eu un pic de 6 gigawatts grâce aux panneaux solaires. Un peak watt, c'est la capacité nominale, c'est-à-dire la capacité de production du panneau à 1000 watts par mètre carré. Bien entendu, cette capacité varie puisqu'elle n'est pas constante et elle peut varier entre 10 et 25% en fonction des lieux où ces systèmes sont installés. Et ce qui a été installé l'année dernière représente approximativement 3 grosses centrales à charbon. Donc c'est une évolution assez spectaculaire. De nombreuses applications, comme je l'ai dit, il y a parfois peu d'espace disponible, donc on peut exploiter le bâti, comme ici cette expérience au Japon où 550 maisons ont des toits en panneaux photovoltaïques. Ici, vous avez également des tuiles qui ne sont pas forcément bleues, puisqu'il est aujourd'hui possible d'avoir des panneaux solaires colorés avec une intégration dans l'architecture. Vous avez également des fermes solaires, comme ici dans le désert du Nevada, ou en Californie, il s'agit d'un parking à Sacramento où en fait les panneaux solaires permettent de produire de l'électricité. Puis il y a aussi ceux qui rêvent avec des avions et puis des bateaux. Donc voilà pour les réalisations actuelles, les applications. Et maintenant, je vais parler un petit peu plus des technologies. Je vais surtout parler des cellules. Il faut savoir que le coût reste un point très important, mais tellement de progrès ont été réalisés dans l'amélioration des collecteurs solaires qu'aujourd'hui, ils ne représentent que 50% du coût total du système installé. Et de l'électricité produite sans inclure les batteries. Et la plupart des panneaux solaires aujourd'hui sont connectés à des batteries. Les principales implications, ce sont des cellules au silicium cristallin avec un revêtement anti-reflet. Et c'était notamment grâce au développement de l'industrie de l'électronique et du silicium que ce type de panneaux solaires se sont fortement développés et sont très courants. Autre concurrent avec les systèmes couches minces, avec du silicium amorphe, ou des technologies avec du sélénium, du cuivre. Ce sont des technologies qui ont une épaisseur inférieure à 1 micron parfois, peuvent être déposées sur de l'acier, du verre, sur du plastique.
alors que dans le cas et cela conduit à de nombreuses applications. Il est également possible de produire des cellules comme celle-ci, comme avec le silicium microcristallin ou amorphe, où vous avez différents systèmes qui peuvent absorber différents rayons du spectre solaire. Donc, notamment grâce à cet exemple que vous pouvez voir ici à droite. Je n'ai évoqué que les matériaux qui sont très courants et qui font l'objet d'une application industrielle aujourd'hui. Mais tous ces systèmes ont un principe de fonctionnement commun. Le premier, bien entendu, pour l'effet photovoltaïque, c'est la collecte des photons. C'est considéré comme quelque chose d'acquis, mais il y a encore beaucoup de choses que l'on peut faire pour absorber davantage de photons aujourd'hui. Cette énergie peut être permettre d'avoir une transition dans un système, dans un semi-conducteur ou une molécule. Avec un semi-conducteur, par exemple, au repos, bien entendu, il faut connaître tout le potentiel. Il faut que le potentiel électrochimique soit le même dans l'ensemble du dispositif. Lorsque l'on déclenche cette transition de cet état à cet état, on va peupler la couche supérieure et vider la couche inférieure. Cela signifie qu'on a moins d'électrons ici dans la bande de valence et plus d'électrons dans la couche supérieure. Et cela peut se comprendre comme étant un potentiel chimique supérieur qui augmente avec l'augmentation de la concentration. Donc, moins de potentiel chimique d'électrons dans la bande de valence et plus dans la bande de conduction. Cela signifie qu'il y a un différentiel électrochimique entre ce système et la bande de conduction. Et ceci peut se retrouver dans les systèmes moléculaires polymères et semi-conducteurs parce qu'en fait, ce tas d'excitation des électrons est tel que les électrons risquent de retomber dans la bande de valence. Donc, mais cet état d'excitation est suffisamment long et plus long que le temps de thermalisation. Et puis, une électrode qui va permettre la collecte des électrons. Et l'autre va récupérer les trous. Et si la conductivité est bonne, donc si le temps de transit est inférieur au temps de vie, eh bien, on peut récupérer le courant. Et on a la tension, ce potentiel électrochimique comme dans n'importe quelle batterie électrochimique. Et à partir de ces schémas très simples, nous avons une succession de schémas qui représentent une simultanéité d'action avec des limitations qui concernent tout d'abord le photon et avoir suffisamment d'énergie pour que la transition se produise, comme on l'a vu pour la photosynthèse artificielle. Et donc, il y a une séparation énergétique ici et ce potentiel électrochimique est inférieur ici et donc il doit en être ainsi pour des raisons physiques. Sinon, nous n'aurions une inversion de population et une forte émission. Ce qui est une limite à la conversion de l'énergie photovoltaïque.
Et comme nous l'avons vu, il s'agit d'une conversion directe qui n'est pas si directe que cela. Donc, fusion, rayonnement électromagnétique, c'est une énergie à potentiel électrochimique que l'on obtient par cette séparation. Et cette énergie chimique peut être utilisée pour produire des combustibles chimiques, ce qui a été présenté dans l'exposé précédent, ou récupérée pour produire de l'électricité. À chaque étape, il y a une production anthropique, mais il est possible de minimiser cela si on a une bonne absorption du matériau actif, peu de recombinaisons parasitiques, c'est-à-dire une durée de vie prolongée et un bon transport de charge. Et c'est les semi-conducteurs qui réunissent l'ensemble de ces propriétés, raison pour lesquelles ils ont beaucoup été utilisés pour le photovoltaïque et aussi pour la photosynthèse artificielle. Alors, pour le spectre solaire, vous voyez, c'est un peu comme le spectre d'un corps noir avec une température qui va de 5 à 6 000 degrés en fonction de ce que l'on a choisi. Et ce spectre a une énergie qui se trouve essentiellement dans la partie visible du spectre. C'est pour cela que les bons matériaux devraient pouvoir absorber une bonne partie de la lumière avec un écart de bande qui se situerait sur cette frange. Voici les calculs effectués par Shockley. Nous avons calculé l'efficacité maximum que l'on peut tirer d'une cellule solaire, donc l'efficacité et l'écart, c'est-à-dire l'énergie requise pour déclencher cette absorption. Bien entendu, sur les photons ont une énergie inférieure, ils ne seront pas absorbés. Donc, vous avez beaucoup de pertes ici de photons non absorbés avec une augmentation. Et si l'on réduit l'écart de bande, on absorbe de plus en plus de photons. Mais il y a des pertes parce que l'énergie supplémentaire de ces photons, puisqu'ils thermalisent dans le système, si j'ai un photon qui a trop d'énergie, un surplus d'énergie en raison de la thermalisation, il y a dissipation sous forme de chaleur et j'aurai des électrons près des bordures de bande. Donc, beaucoup de pertes dues à la thermalisation qui augmentent lorsque l'écart de bande est réduit. Autre perte que je n'évoquerai pas, il faut savoir que la puissance que l'on peut récupérer est représentée par la courbe bleue et issue du spectre du visible, le spectre standard où l'on tient compte de l'absorption par l'atmosphère, etc. Donc, un dispositif idéal ne peut pas convertir plus de 35% des rayonnements entrants avec une perte très importante, avec une dissipation sous la forme de chaleur, de photons non absorbés. Et ceci pourrait être la gamme pour les semi-conducteurs, la silicium. Et j'ai mis ici la meilleure cellule de silicium qui a été faite à 25%. Et celle aussi à base d'arsenic qui a été faite et qui avait vraiment supérieur à 25%. Donc, la puissance que l'on peut récupérer du panneau, c'est le courant. Donc, vous avez excitation, recombination, puis extraction. Le courant est absorbé, et ce qui est absorbé moins ce qui est recombiné. Et comme la recombinaison invoque la collusion entre un électron et un trou, je peux avoir une expression cinétique qui est proportionnelle à la concentration des électrons et des trous et proportionnelle à x QV sur QT, qui est donc la tension, c'est-à-dire le potentiel électrochimique du système, comme je l'ai dit tout à l'heure.
C'est assez facile à comprendre, mais il y a un certain nombre de conséquences à cela. Si l'on considère la puissance extraite, donc là, un circuit équivalent, une diode, générateur, des résistances, comme dans tout système, la courbe ici, ce sera donc cette diode avec un comportement exponentiel plus une constante qui est le photocourant. Et comme la puissance et la tension fois le courant, vous pouvez voir que avec le générateur, on a une courbe qui suit cette tendance carrée pour la plupart des systèmes. Donc, on a un point de puissance maximum qui est le rectangle le plus grand que l'on obtient dans cette zone. Et cette zone, cette courbe plutôt rectangulaire peut avoir un taux de 80% de puissance extraite, mais il faut être précisément à ce point pour atteindre les 80%, raison pour laquelle les systèmes photovoltaïques doivent être développés pour essayer de parvenir à ce maximum. Vous avez ici une puissance extraite qui dépend de la température et vous voyez qu'il y a une baisse si le panneau solaire est chaud en raison de la température ici, KT. C'est quelque chose que l'on trouve également en thermodynamique et vous pouvez voir que le courant augmente proportionnellement à l'assistance de la lumière et la tension augmente. Et vous voyez que la tension du panneau augmente lorsque la lumière est plus intense, une fois encore parce que cela obéit à la même loi de tension est proportionnelle au logarithme du produit point n des électrons trous. Et donc la concentration solaire est utile. Si j'ai plus ici, j'ai plus d'électrons, j'ai une séparation plus importante et donc j'ai plus de tension pour le même nombre de photons. Donc on peut concentrer la lumière en utilisant des lentilles, des miroirs ou des systèmes plus sophistiqués que je vous présenterai tout à l'heure, ou alors avec des systèmes plus petits, plus compacts. On peut le faire aussi si l'on résout ce problème de transport où il faut canaliser les photons sur un petit volume, mais il faut extraire les électrons de ce petit volume, ce qui nous donne une plus forte résistance, et puis il faut extraire plus de chaleur. Il ne faut pas que le collecteur, le panneau solaire chauffe trop, et ce problème peut être résolu si l'on utilise les lois d'échelle. Réduire le volume de la cellule facilite le transport des photons et de la chaleur, et c'est quelque chose que nous avons démontré récemment avec une cellule en film fin, 6 microns en diamètre. Nous avons fait ça avec un partenariat. Et vous pouvez voir ici donc la tension, le courant circuit court, et vous avez une augmentation jusqu'à un point où on est à 3000 sun avec le panneau solaire qui chauffe et la puissance qui diminue. Donc une augmentation de l'efficacité, on est à 4%. À l'absence de concentration, au point d'absence de concentration, jusqu'à une plus forte concentration. Cela montre, mais je n'ai pas le temps de vous donner d'exemples, il y a très peu de résistance, peu d'effets thermiques, avec des taux de concentration très élevés, notamment avec ces systèmes qui sont déposés sur du verre.
Pour vous donner un petit panorama de ce qui existe aujourd'hui, le silicium cristallin donc, est produit à partir de silice purifié, cristallisé et découpé en système de gaufres avec des panneaux qui sont associés les uns aux autres, puis combinés en modules avec une bonne efficacité au laboratoire et au niveau des modules, à une bonne stabilité à 30 ans. Et on essaye de minimiser, de réduire la quantité de silicium requise pour ce matériau parce que en fait, le silicium n'est pas un bon absorbant. C'est un absorbant indirect. Donc, il n'absorbe pas très bien la lumière. C'est la raison pour laquelle il faut une couche relativement épaisse pour améliorer l'efficacité du panneau. Et à cause de cela, eh bien, l'année dernière, 200 000 tonnes de silicium ont été consommées pour l'énergie solaire, ce qui est largement supérieur à la consommation pour la production microélectronique. Raison pour laquelle il y a des perturbations sur le marché du silicium qui est abondant sur Terre, mais le silicium pur est hautement cristallisé et beaucoup plus rare, ce qui rend les coûts beaucoup plus élevés. Raison pour laquelle on essaye de trouver d'autres solutions. Sur les films, il est possible d'utiliser des couches de l'ordre du micron, du demi-micron, avec des matériaux qui ont un coefficient d'absorption de la lumière qui est beaucoup plus élevé, avec un dépôt du silicium sur des polymères souples. On peut le faire à faible température avec différents procédés. On a parlé de ces systèmes CIGS. Ce sont des composés assez complexes avec un taux d'efficacité de 20% en laboratoire, 13% en application industrielle. Donc, on est en train de rattraper le silicium. Et c'est la technologie dont le coût est le plus faible par module, puisqu'on est à moins d'1 $ par pic watt. Et c'est une technologie qui est en pleine croissance. Et puis, il y a de nouveaux matériaux. Et à ce jour, même si il reste très intéressant de trouver des matériaux nouveaux, abondants, avec des structures qui nous intéressantes, comme je m'intéresse aussi à l'état solide et aux nouveaux matériaux, je dois dire que tous les matériaux des semi-conducteurs en optoélectronique ont la même structure, ici en diamant, avec la règle de 4 électrons par atome, où vous avez le silicium, le germanium, même avec 3 électrons ici et 5 ici. Et puis les 2 à 6 et ceux qui vont de 1 à 5. Et il est intéressant de noter que, comme certains ne sont pas très abondants, il s'agirait par exemple de remplacer l'indium par d'autres, le zinc ou l'étain, pour développer des matériaux plus complexes à partir de matériaux qui sont plus abondants. Et ils ne sont pas forcément plus intéressants d'un point de vue industriel non plus. Ils requièrent davantage de travaux. Ils sont plus ioniques et ces systèmes peuvent être développés à température moins élevée et il est plus facile. Ils accommodent plus facilement tout ce qui peut être défaut. Et il y a une espèce d'auto-cicatrisation qui a été observée aussi. S'il y a des défauts qui sont observés, il y a une correction relativement spontanée dans ces systèmes. Donc, d'un point de vue chimique, ils sont assez complexes, mais ils ont des capacités d'adaptation de leurs propriétés.
On s'est également intéressé à de nouveaux procédés. Plasma, évidemment, évaporation flash, comme le CSVT, mais également l'électrodéposition, les jets d'encre qui sont assez récents dans le monde des semi-conducteurs, parce qu'on pensait auparavant qu'on pouvait uniquement utiliser la métallurgie. Donc on a maintenant de nouveaux procédés qui émergent. Le déploiement a été très rapide. Je vous ai dit que la production augmente de 40% par an. Le solaire a permis de produire 12 TWh en 2008. Sont les sources de l'AIE. Et pour les pays de l'OCDE, on s'aperçoit que l'augmentation de capacité est surtout due aux renouvelables, puisque la part du nucléaire est en train de baisser. J'ai parlé du coût. Alors, il y a toujours une courbe d'apprentissage. Voilà ici le prix d'un module par rapport à la production cumulée. On sait bien qu'il y a un facteur d'échelle qui joue pour les batteries. L'innovation, ça compte, mais l'effet d'échelle également. Et c'est pour cela qu'on a ces tarifs subventionnés qui permettent de pousser l'arrivée du photovoltaïque sur le marché. On voit que à des échelles inférieures, les couches minces nous permettraient d'avoir des coûts plus attrayants. Alors, je vais sauter quelques diapositives pour essayer de tenir mon temps, car je voudrais aborder les perspectives d'avenir. Voilà ici les efficacités sur ce diagramme très compliqué, mais je voudrais me concentrer sur cette partie ici. Ce sont des systèmes qui utilisent des matériaux organiques ou hybrides, dont on dit qu'ils sont peu coûteux et que l'on voit émerger de plus en plus. Et puis, tout en haut, la courbe supérieure qui correspond à des systèmes très efficaces. Cette courbe nous dit également que ce qui a été réalisé en laboratoire il y a 20 ans de cela, ou 25 ans de cela, est maintenant devenu une réalité, à passer à l'échelle industrielle. Alors, je vais peut-être laisser tous ces sujets ici pour la discussion. J'ai donc abordé l'état de l'art qui nous paraît encore trop coûteux. Il faut donc rendre le photovoltaïque plus abordable, avoir des systèmes, des matériaux moins coûteux et puis réduire l'empreinte aussi, l'emprise au sol. On a la possibilité d'utiliser des matériaux organiques. Ils ne sont pas chers, ils sont efficaces, mais la mobilité est médiocre, ce qui veut dire qu'on a des systèmes interpénétrés et où on n'a pas de jonction PN, en fait, on n'a pas de superposition d'anode et cathode, mais il y a ici des systèmes qui sont interpénétrés, ce qui nous donne des efficacités à peu près correctes, à peu près de l'ordre de 10%. Je voudrais également ajouter quelque chose. Le bon marché, ça ne suffit pas. Même si on donne les modules gratuitement, ça ne va pas complètement rééquilibrer les coûts, ça ne va pas compenser les coûts d'installation. C'est pour cela qu'il est important de se pencher sur l'efficacité, le rendement également. Et Martin Green a fait ce graphique où on a l'efficacité par rapport à la surface des panneaux solaires. On voit ici le silicium cristallin. Ça, ce sont des données qui sont fournies par les fabricants. Les films minces se trouvent ici.
sur cette courbe. Cela dit, on voit qu'on est quand même encore en deçà, pas seulement de la limite de ce que l'on peut réaliser en termes de jonction PN, mais également de la limite de ce que l'on peut espérer avec la thermodynamique, à savoir que l'efficacité serait de 95%, ou même avec la multicouleur, on est quand même très proche encore de 90%. Donc c'est pour cela que j'ai mis une fourchette ici. Tout ça, ça dépend des niveaux de concentration. C'est pour ça que, comme j'ai expliqué précédemment, on a cette bande ici, cette fourchette. Voilà, ici le principe de la multijonction. Selon ce concept, comme je l'ai évoqué, avec une seule jonction, on peut déjà capturer toute la lumière, mais il y a certaines parties qui ne sont pas absorbées et donc qui génèrent de la chaleur. Cela dit, si on divise le spectre et qu'on l'envoie sur différents types de cellules, eh bien, on va pouvoir utiliser plus efficacement l'énergie solaire. Ça nous donne des systèmes qui ont une efficacité de 43,5% au laboratoire, mais qui sont très chers. Et comme c'est très cher, on peut utiliser la concentration des lentilles, c'est-à-dire un tout petit système, et des lentilles très grandes. Et là, ça pourrait être concurrentiel vis-à-vis du photovoltaïque. Cela dit, ça semble un petit peu laborieux. La concentration, c'est une nouvelle voie. On peut utiliser des miroirs, des lentilles pour concentrer, mais on peut utiliser les plasmons ou les cristaux photoniques pour faire cette concentration afin d'augmenter le champ électrique local grâce à des résonateurs, des petites cavités qui permettent d'amplifier le champ au niveau local. Alors, je vais passer à mes conclusions tout de suite après. Simplement, je voudrais ajouter qu'on a déjà des systèmes qui existent. Voilà la conversion des photons qui est assez efficace et ça utilise la part infrarouge du spectre. On peut utiliser aussi la chaleur et concevoir des systèmes qui associent l'effet thermoélectrique à l'effet photovoltaïque pour retirer davantage du système. Alors, j'ai dépassé le temps de parole qui m'était imparti, j'en suis désolée. Je voudrais arriver à mes conclusions. L'énergie solaire est pérenne. C'est déjà une technologie mature en ce qui concerne le photovoltaïque, mais il faut encore l'améliorer énormément pour assurer son expansion et puis, évidemment, pour nous permettre d'arriver à ce rêve des physiciens, à savoir utiliser l'énergie de la fusion solaire. Merci de votre attention.